Ça sera sans doute l'un des sujets à venir, en tout cas pour les municipales de 2020. Quelle sera la politique en faveur des employés communaux? On parle des cantinières, on parle bien sûr des assistantes maternelles, on parle de ceux qui s'occupent de l'environnement. Bien sûr, il n'y aura plus de contrats aidés autant qu'avant en tout cas, il y aura beaucoup moins. Alors quel statut, quel avenir pour les employés communaux? On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Alors, cette fois-ci, je vais leur demander de se présenter chacun son tour. Alors, nous avons avec nous TG Fabrice, du Sud. Técha Fabrice du Sud. Sabari Maximin, secrétaire général Fédération CGTA FPT. Alors Didier Damour, secrétaire général CGTR Mairie de Saint-Denis, trésorier de la Fédération FPT. Alors, la question, elle est là. Aujourd'hui, si on doit faire un bilan du travail qui a été mené depuis on va dire les années 80, puisque les employés communaux étaient ces personnes qui gonflaient les meetings politiques à l'époque, ceux qu'on trimballait dans un sens ou dans un autre, qui remplissaient les bus pour aller au meeting politique. Ça a changé aujourd'hui, cette image-là, messieurs? En termes de politique, ça a changé parce qu'il y a de nouvelles générations qui sont arrivées dans les collectivités. Néanmoins, si on fait un petit peu l'historique de la fonction publique territoriale, dans les années 80, avant les lois de décentralisation, on avait les agents communaux, les journaliers autorisés. À côté de ça, les contrats aidés, c'était les quinzaines chômeurs. Puis après, on a eu les lois de décentralisation. Nous l'avons vu apparaître suite au combat mené par la CGT en matière de titularisation. Donc, il y a eu une intégration dans la fonction publique métropolitaine. D'accord. Ça, c'est l'évolution. Je dois revenir aux années 70-80. Le statut était, je ne sais pas si vous l'avez connu, mais comment ce statut a... Est-ce qu'on a un constat, est-ce qu'on fait un constat de ce qui a été à ce moment-là? Comment on traitait les employés communaux à ce moment-là? Est-ce que vous vous souvenez? À ce moment-là, il avait des quinzaines. Il y a que les gens, ils ont bossé chez une quinzaine, ils n'avaient pas de statut, ils n'avaient pas rien en termes... Il n'y avait aucune protection sociale? Aucune protection. Donc, le statut est arrivé vraiment après l'arrivée de Mitterrand, mise en place 81, mise en place de la fonction publique avec la loi de décentralisation de la fonction publique territoriale, qu'elle a donné plus de pouvoir aux collectivités. En quelle année vous êtes rentré, vous, dans la fonction publique territoriale? Moi, c'est en 2003. 84. 89. De 84 à aujourd'hui ça a évolué dans ce sens qu'il y a des textes qui sont venus compléter les textes de 84 que l'a érigé petit peu. Ça, c'est la loi. Oui. Mais dans le fonctionnement? Dans le fonctionnement, il a fallu attendre les années 2000. Quelle était votre profession à l'époque? Moi, à l'époque, j'ai commencé comme responsable de l'abattoir. Ensuite, je suis devenu responsable de l'abattoir de Saint-Pierre. C'est quoi l'abattoir de Saint-Pierre? L'abattoir de Saint-Pierre, c'était une petite abattoir qui abattait donc les porcs et les bœufs et tout ce qui était vendu dans les charcuteries et boucheries. Ensuite, il y a eu une modernisation. Ça appartenait à la mairie? Le fonctionnement, c'était la mairie. Et la technique était une coopérative d'abatteurs qui abattaient les animaux. Donc il y avait une cellule communale à l'intérieur, administrative et d'entretien, et à côté il y avait les abatteurs qui abattaient les animaux. D'accord. Et donc ensuite je suis passé à la restauration scolaire. Et là, la situation dans les années 80, c'était que les textes de loi en matière de réglementation de la restauration scolaire étaient au balbutiement. Il y avait un grand écart. On payait encore la cantine à l'époque ou pas? À l'époque, la cantine était gratuite puisqu'il n'y avait pas l'égalité sociale. Il y avait le FASO.
Le FASO, c'était le fonds financé par la Caisse d'allocation familiale et ils subventionnaient les produits pays, le lait, les yaourts, la viande fraîche, poulet, etc. Et donc la cantine était gratis. C'est après on est passé à une participation avec la CAF toujours qui nous demandait la participation des parents. Et Saint-Pierre, qu'on ne peut pas citer. L'égalité sociale est arrivée en 86, c'est ça? Voilà. D'accord. Alors, moi. En quelle année et puis dans quel poste? Moi, je suis passé par concours au Conseil général du 93 en qualité d'agent du patrimoine. Je travaillais essentiellement comme la police de l'environnement, un petit peu ce qui fait actuellement La brigade verte pour le parc national des Hauts. Et ensuite, je suis venu retourner mes racines à La Réunion 3 ans plus tard. D'accord, des échelles? Moi, j'ai commencé à travailler en 1990 à la CGE à Saint-Pierre en tant que technicien. Et en 2001, suite au changement de municipalité, le maire actuel m'a demandé d'intégrer les services communaux pour refaire la même chose. D'accord. Quel était le contexte, quelle était l'ambiance, comment commencent travailler les employés communaux à l'époque? Ben, il y avait surtout une pression latente politique puisque on était tributaire du changement de municipalité. Donc la municipalité en place s'assurait la loyauté des agents. Donc il y avait une chape de plomb sur le personnel. Mais ce qui nous a pas empêché d'être dans la CGTR pour revendiquer et faire bouger les lignes. D'accord. Et depuis 90, je m'y emploie. Et quelquefois avec des retours de coups de bâton. Mais ça fait partie du lot. D'accord, on va y revenir. Là, vous avez subi, vous avez également ressenti la pression des élus sur vous en tant qu'employé ou pas? Moi, personnellement, non, parce que comme en tant que titulaire, les élus n'ont pas trop de pression à faire, quoi, sauf le maire, de temps en temps. Cette pression, ça se concrétise comment? C'est une pression pour faire avancer C'est d'être certains toujours travaux, au meeting politique? plus ou moins. D'accord. Et d'être là pour secouer le petit drapeau quand... Pas trop ça. Alors, moi, n'a pas connu ces pressions politiques, puisque comme Midiaro était au Conseil général du 93. La majorité était des fonctionnaires titulaires. Mais je me suis rendu compte bien vite, quand je suis arrivé ici à La Réunion, des inégalités qu'il y avait. Quelles ont été ces inégalités que vous avez vues? Les inégalités, déjà, en termes de salaire, des gens qui faisaient le même emploi, les titulaires étaient surrémunérés et les non-titulaires, il n'y avait pas. Et bien sûr, vous êtes contraint, comme vous disiez tout à l'heure, d'être un petit peu au niveau politique, suivre les campagnes, etc., où les contrats n'étaient pas renouvelés. Voilà un petit peu les inégalités que l'on a pu constater ici. Alors, si on regarde l'évolution des statuts, là commence par un quinzaine des années 70. Travail. Quinzaine, après journalier autorisé. Autorisé journalier, ça veut bien dire on pointait le jour pour pouvoir avoir le salaire en fin de mois. Et après, suite au combat syndical dans les années 90, Savary m'excuse, mais quand on parle de quinzaine à l'époque, de travailler 15 jours, opposer 15 jours, travailler 15 jours, opposer 15 jours. Tout dépend les affinités avec la municipalité en place. Soit on avait jusqu'à un mois et on renouvelait automatiquement, mais si c'était contre la municipalité en place, on avait quinzaine et on revenait après bien plus tard. De l'époque de la quinzaine à aujourd'hui, comment expliquer que aucun gouvernement n'a réussi à mettre un statut sur ces emplois précaires, que ce soit pour les ATSEM, que ce soit pour les cantinières, les balayeuses, les surveillantes, les personnes qui travaillent à l'environnement. Qu'est-ce qui explique, ou au cimetière d'ailleurs, qu'est-ce qui explique qu'aucun gouvernement n'a eu le courage ou l'audace de dire ça serait bien de donner un statut à ces personnes?
les gouvernements se réfugient à chaque fois derrière la surrémunération. Mais le mal est plus profond, c'est-à-dire quand on a un personnel qui n'a pas de statut, il est corvéable et serviable à merci. Donc, on brandit la menace de mettre ce personnel à la porte. Et à l'époque, nos aînés avaient à faire bouillir la marmite et donc ils acceptaient leur situation. Et notre génération, dans les années 90, on nous a dit d'aller passer le concours. En passant un concours territorial, pour avoir, moi j'ai passé le concours de rédacteur, et quand on a le concours de rédacteur, on est respecté, on n'est plus le béni oui qui a été embauché par tel homme politique. Et c'est là on nous reconnaît parce qu'on a un statut. Et sauf que souvent on a embauché des gens qui avaient un niveau scolaire bas, donc ces personnes-là étaient souvent tributaires au bon vouloir de l'homme politique en place. Tous les trois, vous avez le statut titulaire, je suppose, de vos postes. Titulaire, ouais. D'accord. Si vous l'aviez pas, vous auriez été syndicaliste pour défendre les autres ou pas? Bah oui. Moi, Vous n'aurez pas eu peur? Non. Peur de quoi? D'être. Non, mais le monde a évolué, c'est plus comme. De se retrouver dehors, de se retrouver à la rue, de ne plus avoir de contrat. C'est possible ou pas? Maintenant, il y a les statuts. Juste. Mi peut répondre. Vas-y, Le local est devant les autres. Moi, j'étais CGT depuis 89 en métropole. Quand on arrive ici, on n'a pas été muté, moi. C'était pour suivre mon conjoint qui était dans fonction publique d'État. Donc là aussi, nous voyons nos politiques qui votent des lois. La loi Roustan à l'époque n'a pas été appliquée. Il m'avait un marmaille 3 mois ici, elle est venue ici que la maman. Et moi, elle reste 18 mois en métropole. Quand on est rentré, on n'est pas rentré en tant que titulaire. On la mettre en disponibilité et on la travaille en qualité de non titulaire. Donc là, pas empêche, moi, je fais mon boulot de syndicaliste et de combattre jusqu'à aujourd'hui et de voir toutes les inégalités que étaient là devant moi. Oui, mais on pense que c'est à la portée de tout le monde de ne pas avoir peur du pouvoir politique quand on est cantinière, quand on est femme de surveillante, quand on est assistante maternelle. Je pense que tout le monde peut avoir cette force-là de dire non à des personnes qui croient que parce qu'ils votent le maire, d'autres pour le maire. Mais peut répondre à une affaire. Ou dans la vie, là, si vous ne bataillez pas, vous la finissez perdre. Donc, on n'a pas le choix. Il faut toujours battre jusqu'au dernier, batailler jusqu'au dernier. Et c'est comme ça, on lève la tête et on est plus respecté qu'on lève la tête que qu'on baisse la tête. Ça, c'est quelque chose, à la vie. Bien souvent, on en a beaucoup, ils baissent la tête ou font des arrangements avec les politiques. Et quand il n'y a plus besoin des autres aussi, et ben, ils jettent les autres comme des malpropres. Voilà. Donc, moi, dans ma philosophie, je veux dire que moi, un combattant et mi bataille. Parce que si mi bataille pas, moi, les morts d'avance. Donc, mi veut pas mort comme ça, mais mi veut bataille. Alors, comment aujourd'hui, si on regarde l'évolution, ça n'a pas beaucoup changé. La gauche l'a dénoncé, la droite qui mettait les employés communaux, les cantinières, les balayeuses, à l'époque, les ATSEM, tout le monde, la surveillante, dans le bus pour aller recevoir, à l'époque c'était Michel Debré, à l'aéroport. Finalement, quand la gauche a été élue, c'était la même chose. C'est même pire. On a lancé les grèves de 90, 92. C'est même pire. En 97, il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale. On avait un gouvernement de gauche. L'Assemblée nationale était de gauche. On avait 7 parlementaires de gauche à La Réunion. Aucune décision en faveur du personnel non titulaire a été prise. Ça veut dire aujourd'hui, les employés communaux n'ont qu'à compter que sur eux-mêmes. Et s'ils ne rentrent pas dans la bataille, ben ils seront éliminés. Il n'y a pas de messie, il n'y aura pas de messie, il n'y aura pas de nouveau saint qui apparaît pour dire, ben voilà, on va faire pour vous. C'est fini ce temps-là. Il faut se battre sur des propositions. Et je reviens là-dessus, justement, comment ça a évolué depuis les années 80 d'abord dans le comportement. Est-ce que les élus l'ont changé de comportement par rapport aux employés communaux ou c'est pareil et pire? Et juste une parenthèse, juste pour rappeler qu'il y a des élus qui utilisaient même les contrats pour pouvoir avoir des faveurs sexuelles de certaines personnes. Et est-ce que ça a changé? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des élus qui sont vraiment respectueux de l'être humain? Mais je pense que
Vous avez vu que sur le plan national, le nombre de procès qu'il y en a envers les élus concernant les problèmes sexuels. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas témoin de ces choses-là. Je n'ai point non plus des cas qui sont arrivés au niveau de mon syndicat là-dessus. Mais par contre, m'y entend. M'y voit aussi dans la presse au niveau national qu'il y a des cas. Et moi, il n'étonnerait pas moins que ça existe. Et pourquoi, qu'est-ce qui s'explique que les femmes, là aussi, n'ont du mal à dénoncer le harcèlement sexuel, à dénoncer ce drap de cuissage que certains élus croient qu'ils ont le droit de faire? Ben, c'est comme partout, hein, c'est la peur. Hein, comme Midiao, hein, les gens, ils ont la peur, ils ont notre famille, ils ont notre emploi, ils pourraient faire ne rien dire. Et ce problème-là, il est également dans les familles, quand on a des problèmes d'inceste, etc. Donc, ils cachent ça en famille, ça se dit pas sur la presse. Messieurs, il y a un constat qu'on doit faire aujourd'hui. On parle d'évolution, on parle de changement. On viendra sur la réglementation après. Mais il y a une chose que les employés communaux continuent à avoir aussi peur qu'avant. Le problème, c'est que ces employés communaux se contentent du petit poste de travail, du petit contrat qu'ils ont eu. Il faut aller passer des concours, il faut se former, il faut faire bouger les lignes. Aujourd'hui, le discours syndical passe mieux. Pourquoi? Parce que notre génération est en train de partir à la retraite. Une nouvelle génération arrive aux affaires. Donc, le langage des politiques, ils doivent s'adapter à cette nouvelle population. Et quand on parle, moi je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier. Aujourd'hui, les politiques, vu les lois draconiennes qui ont été votées, ont du mal à faire du harcèlement sexuel sur le personnel, parce qu'aujourd'hui, la parole, libérer la langue, la détaquer. Donc aujourd'hui, là, ce qui reste à faire, c'est que ces employés prennent leur destin en main et qu'ils arrêtent d'attendre que la pluie tombe pour tout le monde. Oui, mais le problème, c'est reste aussi ça, c'est-à-dire que s'il y a des choses à dénoncer, là, je vais dans l'extrême, quand on parle d'harcèlement moral, d'harcèlement sexuel. Mais quand on parle de conditions de travail, on parle de pression politique ou pression électorale à chaque élection, ça existe. On est à 1 an et demi d'une future élection municipale, vous allez encore voir, vous allez voir des gens qui vont pas venir vous voir parce qu'ils ont peur, parce qu'il faut pas qu'on vous voit avec vous, parce qu'on ne sait pas qui va être élu, et cette peur-là, elle est viscérale. Mais là, il y a une donne cette année, c'est que là, pour la première fois, les élections professionnelles ont lieu avant les élections municipales. C'est-à-dire, trappe la cantinia par le bras et mettre dehors, les fini le temps. C'est nous qu'on va mettre dehors. C'est nous avons la parole. La parole avec le bulletin de vote. Nous disons, voilà, nous avons un projet. Qu'est-ce que vous faites, messieurs les élus? Si vous adoptez notre projet, ok, on y va, on fait un chemin ensemble. Mais il est fini de dire il faut, le temps est fini. Oui, mais est-ce que les employés communaux, vos employés communaux que vous connaissez, est-ce que eux sont prêts à aller au combat, ou c'est vous qui allez devant et eux, ils vont rester loin derrière? Bah, comme tout le temps, pareil. Hein. C'est-à-dire? Il y en a qui avancent, il y en a qui attendent derrière. Mais les lignes sont en train de bouger. Ça bouge. Là-dessus, c'est un travail à faire avec les camarades de chez nous, de la CGT. C'est que nous ne fonctionne pas qu'un système n'a une tête en l'air pensante, etc. Nous travaillons tous ensemble, sur le même pied d'égalité. Nous tous est dans le même bateau, donc il faut nous tous y ramener dans le même sens pour pouvoir avancer. Et ça, à ce niveau-là, la mentalité des employés communaux est en train de changer. Moi, je rends moins compte que on a beaucoup plus de personnes qu'aujourd'hui qui lèvent la tête et qui viennent au combat. Donc, et comme Maximin disait tout à l'heure, le gros avantage que nous avons actuellement, c'est que la première chose, c'est que nous, les élections professionnelles n'ont lieu avant les élections municipales, donc on a point pour dire qu'il s'est suivre le maire qui a été élu, etc. La deuxième chose, il m'a montré, à mes collègues pas s'il voit à la caméra. Ouais. Nous avons un projet nous vient pas là simplement pour crier ou autre, nous avons un projet pour les employés communaux que nous sommes en train de rencontrer les différents maires et responsables politiques au niveau de la Réunion et nous sommes très bien accueillis parce que c'est des projets que l'on en concordance avec des projets politiques.
Oui, mais dans ce projet-là, aujourd'hui, est-ce qu'il faut... Ça a été un peu le fantasme de l'élection de François Mitterrand, enfin, de l'avènement de François Mitterrand à l'Élysée en 81. Tout le monde disait que tous les employés communaux allaient être titularisés. C'était ça le fantasme. Finalement, j'allais dire 37 ans après, il y a des communes qui titularisent Compte-gouttes. une dizaine de personnes par an. Mais la titularisation telle qu'il est fait, puisque la loi autorise le maire, le code général des collectivités dit le maire nomme. Le maire peut se lever le matin en réveillant, nommer XY titulaire, c'est son pouvoir discrétionnaire. Sauf que l'agent commence sa carrière à zéro. Nous disons, il y a une loi qui a été votée en février 2007 qui s'appelle le RAEP. Il met en place le RAEP, la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. C'est-à-dire, là, quand on lance un concours de rédacteur ou d'attaché, voire même de technicien, il met l'option RAEP. L'option RAEP va remplacer l'écrit par un dossier produit par l'agent qui relate toute sa carrière. Et si le dossier est bien rempli, il est interrogé par le jury sur sa carrière et ses aptitudes à exercer les missions du grade qu'il convoite. Donc ça veut dire que il réussit à ce concours, il est inscrit sur la liste d'aptitude, c'est-à-dire il est titularisable. Donc c'est une titularisation avec qualité, et on reconnaît ses compétences. Or, une titularisation tous azimuts hors concours, c'est une titularisation au rabais. Et l'agent va recommencer à payer les impôts sur le revenu, il va perdre tous les avantages de la CAF, il va perdre il n'aura plus de bourse, etc. Donc, c'est à quoi nous, on est en train d'expliquer les agents. Il faut arrêter de faire croire aux agents, le titulaire vous attrape la lune avec le dent. C'est le début des emmerdes. Titulaire avec reconnaissance des acquis, reconnaissance des compétences, oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, qu'il soit titulaire ou qu'il soit vacataire dans la fonction publique territoriale, là je parle des mairies, du département et de la région, est-ce qu'ils ont aujourd'hui l'espoir de dire qu'il y a une carrière possible sans pour autant aller faire bisous au chef de service qui est proche du patron de la collectivité, ou sans avoir à aller carrément se mettre à genoux devant l'élu pour pouvoir ne serait-ce que passer le concours pour accéder à un statut? Si, il y a l'avenir parce que la plupart des maires ou des présidents de région qu'on a vu, ils sont d'accord pour appliquer ce fameux, c'est-à-dire les propositions qu'on fait, nous, ils sont d'accord de les faire, à condition qu'ils passent le concours, qu'ils sont ensuite titularisés. Mais là-dedans, quand on parle de titulaire, le mot est vide de sens, puisque la loi concernant le recrutement des CDI donne la possibilité à l'agent de négocier son salaire. Sauf que pour l'agent d'entretien, la SEM, il ne négocie pas. Mais... Par contre, la cohorte qui se retrouve autour de l'autorité territoriale, il touche des salaires qui sont supérieurs au salaire de titulaire. Donc le mot titulaire, longtemps on disait titulaire, pourquoi? Parce qu'on était fonctionnaire, la famille créole, il dit mon garçon, la ni un monsieur. Mais là, il n'a plus de sens. Et à l'époque, nous l'étions en francs CFA. Quand tu gagnes 10 000 francs CFA, tu es un bonhomme. Aujourd'hui, on gagne 1 500 €, c'est rien. Donc, la mentalité, les choix, elle a évolué. Mais par contre, qui vote les lois? Ce sont les maires, et avant, c'était les maires, députés maires, sénateurs maires. Donc, on fait des lois pour nous arranger. Et dans ces lois-là, on protège notre garde rapprochée. Alors, pour revenir à ce que je disais, quand on parle de CDI tout à l'heure, on va juste préciser, est-ce que c'est un CDI privé dans un cadre public ou c'est une titularisation? C'est un CDI, mais un CDI, sauf qu'on peut appliquer avec le décret 2015-1912 de monsieur Hollande, le grand homme de gauche, le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Il a fait voter, il a pris un décret le 29 décembre 1915. À l'article 45 de ce décret, il transforme les non-titulaires, on supprime le mot non-titulaire dans les textes, on remplace par CDI. Et à l'article 45, on dit quoi? On dit que si la mission pour laquelle l'agent a été recruté
n'existe plus dans la collectivité, l'autorité territoriale, soit le maire ou le président de région, hein, peut mettre fin, c'est-à-dire licencier la personne. Donc le mot CDI, même loi, elle comme RI, ordonnance Macron. Donc on est sur le même pied, c'est un poker monteur. Et les employés croient que petits CDI, ils sont là pour tout le temps. C'est faux. Et nous, on s'applique pour dire, attention, le maire peut vous mettre dehors, même en étant titulaire. Si la mission n'existe pas, il vous met à la disposition du CDG, qui vous fera 3 propositions de remplacement. Alors, CDG, c'est Centre de gestion. Ça veut dire ceux qui gèrent les concours. La carrière des titulaires. La carrière des titulaires. Et là, si on les met à la disposition du CDG, le CDG va faire 3 propositions d'ordre national. Alors, on va rappeler juste le centre de gestion aujourd'hui à La Réunion est géré par... Monsieur Thémo, président. Thémo Léonis, élu de Saint-Louis. Et donc aujourd'hui, ça veut dire que si le poste n'existe plus dans la commune de les Avirons ou autre, eh ben il y a une proposition à Limoges. Si on refuse, 1 fois, 2 fois, 3 fois, on est rayé des cadres de la fonction publique. D'accord. C'est fini le temps, la garantie d'emploi. Il faut que les gens arrêtent de fantasmer sur le fonctionnaire. Il y a encore une fois, on revient sur une chose, c'est que on fragilise finalement le statut du fonctionnaire territorial public. Ben, c'est le but, et le gouvernement Macron, il va pas par 4 chemins, contrat de mission, on recrute au privé, etc. On va juste rappeler que le contrat de mission, c'est pour le privé, c'est-à-dire qu'on signe un contrat pour 4-5 ans pour un travail. Quand le contrat se termine, c'est... Et là, on veut l'adapter à la fonction publique. C'est-à-dire, c'est en discussion dans la commission des lois. Et le MODEM est favorable. Ça veut dire que demain, on va rentrer par le toit pour détruire la fonction publique territoriale, le statut. Ce qui gêne le gouvernement Macron pour appliquer les directives européennes, c'est casser la fonction publique territoriale. Nous, on ne fait pas de politique. Mais s'il y a lieu de monter au créneau pour faire de la politique face aux attaques de M. Macron, on sera là. Alors, justement, il y a les élections le 6 décembre pour le service public, la fonction publique territoriale. Il y aura les élections municipales, je dirais 15 mois après. La question, pourquoi on a commencé par parler des employés communaux, des cantinières, des balayeuses, des surveillantes, des ASEM, parce que le public le plus fragile, ça reste ce public-là. Aujourd'hui, quand on regarde, il y a une forte externalisation des services, comme la cantine, tout ce qui est restauration scolaire. Il y a un moment, est-ce qu'il restera encore des employés communaux ou pas? Ben, nous, on fait des propositions pour qu'il reste toujours des employés communaux. Et si on ne parle pas des employés ASEM, restauration scolaire actuellement, parce que c'est un secteur sensible. Sensible pourquoi? Ils sont directement en liaison, en contact avec les enfants. Et les enfants, ben, c'est les parents qui les amènent à l'école. Et les parents sont les premiers lecteurs. Donc aujourd'hui, on voit les mairies faire le dos rond, on nous parle de chartes, on nous parle de ceci, de cela, on fait la danse des canards, sans pour autant qu'il y ait des solutions pérennes. Nous, on donne notre projet. Prenez notre projet, voilà, si vous n'êtes pas d'accord, messieurs les maires, messieurs les présidents des grosses collectivités, remettez d'autres propositions sur la table. Mais on arrête de dire que ça coûte cher, etc. C'est faux. Comment aujourd'hui, parce que vous êtes tous dans la campagne électorale déjà, pour les syndicats, comment aujourd'hui vous pouvez sensibiliser, mobiliser un public qui souvent souffre du contexte de leur travail, du contexte électoral, politique? Comment faire pour sensibiliser, mobiliser un public qui vit dans la peur finalement? Déjà, mi remercie de donner à nous l'antenne, parce que des fois, on connaît les malvenus, aller voir tel syndicat dans la cour. Mais quand tu vois nous, ici, sur le plateau, et quand même avec les questions qu'on pose et les réponses que nous amènent, ben déjà, moi, on a des retours très positifs en ce terme. La semaine dernière, on a reçu des femmes
des femmes gardiennes, me dit ça, moi. Elle était sur le plateau, et que là, nous parle des autres métiers, de toutes les problématiques que ça s'y rencontre. Et aujourd'hui, ça est en train de tourner dans les collectivités. La fin dépasse même le cadre des personnels communaux, puisque la fin est arrivée dans les familles. Et ça, tu vois un petit peu l'importance du service public aujourd'hui, par rapport à ce que les femmes l'a dit là-dessus. Voilà, donc ici aussi, c'est un moyen de communiquer et de faire passer notre message. Alors, ce message, justement, votre objectif aujourd'hui, en tant que vous, syndicaliste, comment faire en sorte que le service public garde ses représentants, garde une qualité, un niveau de qualité, et comment faire pour que demain, parce que c'est là toute la question, comment émanciper l'employé communal qui a peur, comment émanciper l'employé communal qui essaye de s'accrocher à son petit contrat et essaye de ne pas faire du bruit, de rester discret, pour pas que demain, s'il y a un changement politique, il retrouve pas dans la charrette. Mais on revient, mais on parle de notre projet, les dedans, reconnaissance des acquis professionnels. Je veux dire que l'agent, il a un certain nombre d'années d'expérience. Il suffit simplement que ce décret, que les sorties au niveau de l'État, et pour pouvoir qu'il présente à un concours oral, pas écrit, puisque vu l'âge, le nombre d'années, et qui permet à lui d'avoir son statut de fonctionnaire, de titulaire, et la problématique est réglée. Et là, l'une des choses que nous disons, nous sommes d'accord pour la réforme des services publics, pour la réforme de la fonction publique territoriale. Mais il faut le faire avec nous. Et nous demandons pourquoi les agents sont corvéables et serviables à merci. Parce qu'il leur manque une professionnalisation. Donc, nous dit il faut mettre en place la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois compétents dans chaque collectivité. Et à côté de ça, chaque agent fait un projet professionnel. Et on met en place une formation qui l'accompagne. Et c'est pour ça, dans notre projet, nous disons, allons créer un pôle d'excellence en matière de formation avec à sa tête le CNFPT. Et que le CNFPT garde son 1% de financement de la masse salariale. Avec ça, on met l'université, les 2 chambres consulaires pour former l'agent aux réalités et relever les défis qui arrivent dans les années à venir. Donc, c'est tout ça. Nous, on veut professionnaliser. Au lieu d'avoir une grande fonction publique avec pléthore de personnel, on a une fonction publique efficace, formée, professionnalisée. Ça veut dire que, est-ce que après, quel que soit le résultat du 6 décembre, des résultats donc de cette élection professionnelle, est-ce que vous allez, pour les municipales, est-ce que vous allez essayer de peser sur les projets des candidats aux élections municipales? Quand je parle de peser sur le projet, c'est pour tout ce qui concerne la carrière des employés communaux, leur statut. Comment vous allez peser là-dessus, justement? Qu'est-ce que vous allez faire? Surtout qu'en 2019, c'est les municipales, en 2020, c'est les régionales. En 2020, c'est régional. En 2020, les municipales, en 2021, les régionales. Ah ouais, c'est en 2021, c'est les européennes, 19. Ouais, en 2019, c'est les européennes. Comment vous allez peser? Comment vous allez aller voir les candidats? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Déjà, on rencontre les maires. On met sur la table le document. Ils ont le temps de prendre la tâche de leur cabinet, de chiffrer, etc. Et de faire remonter vers leur entité nationale. Et nous, de notre côté, le document a été envoyé à tous les ministères, au Premier ministre et au Président de la République. On a rencontré le représentant de l'État qui voit que c'est un document qui est un document responsable, pas farfelu. Donc aujourd'hui, l'enjeu est clair. Ils se prononcent à partir de cette proposition-là. Et ceux qui prennent pas en compte cette proposition, ça veut dire qu'ils sont contre les employés. Et bien les employés vont donner la réponse en mars 2020. Aussi simple que ça. Et c'est qui veut dire, on revient à quelque chose, c'est que ça compte pour un tiers souvent dans l'élection d'une liste aux élections municipales. Les employés communaux comptent pour un tiers généralement. Bien sûr. Si on prend par exemple une ville qui a 2000 employés, alors, 1500 qui va voter pour le mettre en place. Ça, c'est 1500 familles fois 4, ça fait 6000 voix d'avance quand on ouvre les livres de vote. C'est pas négligeable. Et c'est là où on dit, monsieur le maire, voilà. On dit pas que c'est un document de vérité, hein. Amendez s'il y a amendé. Mais si vous tenez pas compte
de la réalité actuellement, ben, il y aura une réponse en 2020. C'est à leur risque et péril. Aujourd'hui, on a tout intérêt dans l'avenir de la Réunion, que tout le monde se met autour de la table pour discuter, pour que la Réunion avance. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi notre jeunesse. Dedans, on dit, formons notre jeunesse, pas la création d'un IRA. L'IRA, c'est un institut régional d'administration. On peut créer l'IRA soit sous forme de bâtiment, etc., ou alors créer à l'intérieur de l'université pour donner la formation aux jeunes pour être des cadres supérieurs. Donc là-dedans, il n'y a rien de farfelu. On prévoit et on prend au mot le président de la République. Il a dit, sur mon quinquennat, je mets 15 milliards dedans. On dit chiche, monsieur le président. La CGT a dit, mettez pour la Réunion, formons les jeunes réunionnais. Et je pense que les 24 maires, plus les 2 grosses collectivités, vont dire, ben oui, mais là, il faut former notre jeunesse. Aujourd'hui, le tour de communes que vous avez commencé, le tour de collectivités que vous avez commencé, quelle est la discussion plus ou moins avec les maires que vous avez déjà rencontrés? Déjà, pour répondre, chaque fois qu'on voit un maire, il est étonné qu'on vienne le voir pour proposer des choses. Parce qu'en général, quand tu vois un syndicat, c'est pour faire la grève, pour gérer un conflit. Pour gérer un conflit. Alors, nous, on vient, la plupart, 100% des maires qu'on a vus, ils disent que enfin un syndicat qui amène des propositions. Qui va apporter une aide dans la gestion, notamment la restauration scolaire, la gestion du personnel, préparer les mutations des services, puisque dedans on va jusqu'au mairie annexe. Comment avoir un service public de proximité communal qui s'adapte aux besoins, puisque notre population est vieillissante. On parle des marches en ligne, etc. Ils ne savent pas, formons nos jeunes à pouvoir accueillir ces personnes-là dans les mairies annexes. Redonnons la vie à nos mairies annexes, nos quartiers. Et là, ça va permettre de faire descendre la délinquance, etc. Nous sommes une force de proposition. Il y a dedans tous les éléments. On ne fait pas de la politique, mais on fait une politique syndicale. On a réfléchi. En rencontrant les représentants de l'État l'année dernière, on a réfléchi, on a fait un certain nombre de propositions. Ça peut changer la posture des employés communaux, c'est-à-dire avoir moins peur, craindre moins pour leur avenir, craindre moins pour leur travail. Parce qu'aujourd'hui, et ça vous le voyez, il y a des gens qui souffrent dans leur travail. Les risques psychosociaux ne cessent d'évoluer, d'augmenter. Et protéger le fonctionnaire territorial public, c'est quand même aujourd'hui quelque chose de primordial. 2018, le 6 décembre 2018, va marquer la fin des cheffaillons de service. Les bocassas de service, ceux qui ont été nommés de droit divin, c'est fini ce temps-là. On va prendre les responsabilités. Quelqu'un qui sera chef de service, il faut qu'il ait les compétences. Et on était dans une réunion vendredi où un jeune autodidacte qui a gravi les échelons et est arrivé au niveau catégorie A, et un syndicat de la place qui dit il ne doit pas être en tête de l'organigramme parce qu'il n'a pas le diplôme requis. Mais on fait remarquer que M. Bérégovoy, qui avait il n'a pas le bac. Il a été Premier ministre, mais sans le bac. CAP. M. René Monory, sénateur, président du Sénat. Ex-ministre de l'Agriculture. Tout à fait. Et donc, ça ne les a pas empêchés d'être les gestionnaires de la France. Donc nous disons qu'il y a la possibilité de faire évoluer les choses. Et nous disons aux employés des 24 communes, des intercommunalités, Sordon, Fénois, viens, mettons des listes ensemble, rejoignez la CGTR pour mener ce combat, un combat qui ne vise pas, parce que nous ne sommes pas là pour chercher des médailles, ni de gratification. Nous sommes là pour faire évoluer le service public pour la jeunesse de demain et pour nous demain, quand on sera un peu plus vieux, qu'il y ait des instances pour nous accueillir, qu'il y ait des EHPAD, qu'on puisse avoir des services nous aussi. D'accord. Merci messieurs. On a fait 40 minutes de discussion. Merci donc pour avoir parlé de ce que peut devenir le statut des employés communaux demain, le service public en tout cas, qui pourrait évoluer ou pas en fonction. On verra ça de toute façon d'ici l'année prochaine, d'ici les élections municipales. On en parlera sans doute un peu plus souvent parce que je crois qu'aujourd'hui, ça serait bien de mettre au centre des débats l'avenir des employés communaux. Merci à vous.